Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Mon nom est Mickaël Sarbu, en charge de la relation client chez Vus Partner en Romandie. Je serai votre modérateur pour ce webcast consacré aux dernières évolutions sur les différents segments des marchés immobiliers, mais aussi pour vous présenter nos perspectives et prévisions pour 2025. Alors, tout d'abord, quelques chiffres en guise d'introduction. Après une année 2023 marquée par la hausse des taux, qui a causé des remous sur les marchés immobiliers, 2024 a apporté quelques signes plus encourageants. La baisse des taux, tout d'abord, qui se fait déjà ressentir dans la demande de logement en propriété et dans leur prix. Les rendements prime pour les immeubles résidentiels, qui se stabilisent autour de 2,25% à Genève. Et par contre, sur le marché locatif, une tension persistante avec une forte baisse du nombre de logements vacants et de fortes hausses de loyers. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour 2025? Comment va évoluer le contexte économique suisse et quelles répercussions pour les investisseurs immobiliers? La construction pourra-t-elle enfin reprendre de la vigueur? Faut-il s'attendre à de nouvelles hausses de prix pour les logements en propriété et quid des loyers? Et enfin, quelles sont les perspectives pour les surfaces de bureaux face aux nouveaux modes de travail? Pour répondre à toutes ces questions, nos experts vont vous partager leurs dernières analyses à travers de brèves présentations et les 15-20 dernières minutes du webcast seront consacrées à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le Q&A en bas de votre écran à tout moment pour participer à la discussion. Et avant de commencer, peut-être quelques mots sur nos experts. Corinne Dubois, tout d'abord, qui vous présentera les tendances économiques et le marché des investisseurs. Corinne est économiste experte au sein de l'équipe de recherche de Vus Partner. Elle est en charge de divers projets de recherche en lien avec les marchés immobiliers et l'économie. Elle est en charge aussi des prévisions économiques et elle contribue à de nombreuses publications du groupe, comme Monitoring par exemple. Julien Tobler, quant à lui, évoquera le marché résidentiel. Julien est manager chez Vus Partner au sein du bureau de Genève. Il réalise des évaluations de portefeuilles immobiliers, des expertises de propriété individuelle et de projets de développement. Il fournit des conseils en lien avec le marché immobilier suisse, notamment en Romandie. Il réalise aussi des analyses d'emplacement et de marché, des analyses de potentiel et des scénarios de développement. Et finalement, Lorraine, qui nous parlera du marché commercial, des bureaux et de la vente. Lorraine est diplômée de HEC Lausanne et de l'Institut d'études immobilières. Elle est consultante immobilière, experte en évaluation de propriété et en développement de projets. Elle accompagne des sociétés dans l'évaluation de portefeuilles immobiliers, des immeubles de rendement et objets haut de gamme, entre autres. Et elle est spécialiste du marché suisse romand, notamment en ce qui concerne les spécificités locales telles que la LDTR et la L3PL. Et je vais passer maintenant la parole à Corinne. Corinne, ton micro. Ton micro, peut-être? Voilà, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Parfait. Alors, donc, merci beaucoup, Michael, pour l'introduction. Désolée pour ce petit problème de micro. Donc, dans cette première partie, dans cette première présentation, on va s'intéresser au contexte économique suisse avec nos prévisions pour 2025 et on va s'intéresser au marché de l'investissement. Je commence donc par le contexte économique et plus spécifiquement par l'inflation. Donc, au cours des derniers mois, l'inflation, comme vous savez peut-être, a baissé de manière assez forte et elle n'atteignait plus que 0,6% en octobre 2024. Alors certes, les loyers et les prix des services ont continué de contribuer positivement à l'inflation, mais aujourd'hui, on est dans une situation où le risque d'une inflation trop élevée s'éloigne progressivement et le scénario d'une inflation trop basse, voire même d'une déflation, paraît de nouveau réaliste. On s'attend en effet à ce que l'inflation n'atteigne plus que 0,6 ou 0,7% en 2025. Les prix de l'électricité pourraient diminuer et les loyers des baux en cours pourraient également baisser un peu avec la diminution prévue du taux de référence hypothécaire
Julien vous en parlera tout à l'heure. Cette baisse des pressions inflationnistes en Suisse a déjà permis à la BNS d'abaisser son taux directeur, qui est passé, comme vous le savez certainement, de 1,75% à 1% cette année. Nous nous attendons à ce que ces baisses de taux se poursuivent pour plusieurs raisons. D'une part, le risque d'inflation trop faible dont je vous parlais. Deuxièmement, les autres grandes banques centrales, la BCE, la Fed, vont certainement encore abaisser leurs taux, ce qui incitera la BNS à en faire de même. Et finalement, le risque de surévaluation du franc qui serait nuisible aux exportations. On s'attend donc à ce que le taux directeur puisse être abaissé jusqu'à 0,5% en Suisse d'ici la mi-2025. Du côté de l'économie réelle, on a un marché de l'emploi qui continue de très bien se porter. Entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024, près de 60 000 nouveaux emplois en équivalent plein temps ont été créés. Ça représente un taux de croissance qui reste encore supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Toutefois, on s'attend à une certaine normalisation de cette croissance l'année prochaine. La croissance de l'emploi continue aussi d'alimenter la croissance démographique avec l'arrivée de certains nombres de travailleurs venus de l'étranger. Le solde migratoire en bleu sur la courbe de droite, sur le graphique de droite, reste donc très important et il permet de compenser la baisse de la natalité qu'on a pu observer en Suisse au cours des 2 dernières années. Pour 2025, on s'attend à ce que la Suisse accueille encore environ 80 000 résidents supplémentaires. Globalement, donc, l'année 2025 se présente plutôt sous de bons auspices économiques et démographiques, donc des prévisions plutôt favorables. La baisse qu'on prévoit des taux d'intérêt devrait stimuler la consommation et l'investissement. La confiance des ménages est en hausse et la baisse de l'inflation devrait stimuler finalement le pouvoir d'achat et donc à nouveau la consommation. On s'attend donc à une croissance économique de l'ordre de plus 1,6% pour l'année prochaine. Bien sûr, cette prévision reste sujette à des risques et des incertitudes, et notamment en raison des développements à l'étranger. On peut penser à la récession en Allemagne, les probables politiques d'austérité en France, et aussi les conflits toujours en cours en Ukraine et au Proche-Orient. Et peut-être aussi un degré d'imprévisibilité supplémentaire avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. J'en viens maintenant au marché des investisseurs. Et on commence avec l'investissement indirect dans l'immobilier. Donc, avec la baisse des taux d'intérêt dont je vous parlais et avec des perspectives de rendement plutôt stables sur le marché immobilier, on voit que les fonds immobiliers cotés, c'est les WPXF en bleu sur le graphique, mais aussi les sociétés anonymes immobilières, les WPXA, qui sont en rouge sur notre graphique, ont fortement performé en 2024. Donc, entre janvier et septembre de cette année, les SA immobilières ont enregistré une performance de 9% et c'est même 10% pour les fonds immobiliers. On voit que les performances avaient déjà été bonnes aussi en 2023. Et donc, sur ces 2 années, 2023-2024, elles ont permis en fait de compenser, et parfois même plus que compenser, les pertes qui avaient été encourues en 2022 avec la hausse des taux. Du côté des placements directs, on observe des investisseurs qui continuent de faire preuve d'une certaine retenue. On le sait, en 2023, les volumes de transactions avaient nettement reculé sur le marché immobilier. Ils se situaient 28% en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Et si on regarde les transactions sur les 8 premiers mois, donc entre janvier et août 2024, on n'observe pas encore vraiment de reprise des transactions. On est plus ou moins au même niveau que 2023. Néanmoins, compte tenu du contexte de marché plus positif, on s'attend à ce que ces volumes de transactions d'ici la fin de l'année 2024 soient supérieurs à celui de 2023. Mais bien sûr, il restera encore inférieur à la moyenne des 10 dernières années. Alors pourquoi cette reprise est aussi mesurée, disons? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Premièrement, il y a une certaine inertie du marché. On le sait que les temps de décision, les temps de réaction sur les marchés immobiliers sont plus longs que pour d'autres classes d'actifs. Deuxièmement, on a des investisseurs institutionnels qui préfèrent plus souvent revaloriser les objets dans leur portefeuille, donc investir dans leurs biens existants plutôt que d'acquérir des nouveaux biens.
Ça explique aussi qu'il n'y ait pas autant de transactions que ce qu'on pourrait imaginer. Troisièmement, on a des caisses de pension qui ont des quotes-parts d'immobilier souvent encore élevés, ce qui les rend aussi frileuses pour des nouvelles acquisitions. Mais il faut tenir compte du fait que les bonnes performances boursières pourraient changer la donne et inciter davantage à des acquisitions de la part de ces investisseurs. Finalement, il y a peut-être aussi de certaines inquiétudes face aux perspectives de réglementation, notamment en ce qui concerne le durcissement des réglementations de loyer dans les zones urbaines. Du côté des rendements prime, alors ces rendements prime sur les immeubles multifamiliaux se montrent extrêmement stables en ce moment sur le marché immobilier suisse. L'évolution, elle est latérale, donc complètement plate depuis le quatrième trimestre 2023. Et les derniers chiffres qu'on a pu observer, donc pour le troisième trimestre 2024, sont globalement identiques au deuxième trimestre, avec quand même une très très légère baisse à Genève. En revanche, les rendements des obligations d'État, eux, ont nettement reculé sur la même période. On le voit avec la courbe bleue sur le graphique de gauche. Et le résultat de ça, c'est que la prime immobilière, c'est-à-dire l'écart entre le rendement prime et les rendements des obligations, a progressé sur les derniers mois. L'écart est donc en gris sur le graphique de gauche. Donc cet écart a certes augmenté, la prime immobilière a augmenté, mais elle reste toujours inférieure à sa moyenne des 10 dernières années. Sur le graphique de droite, on considère l'écart en termes réels, c'est-à-dire qu'on va corriger les rendements des obligations d'État par les anticipations d'inflation. Car on le sait, les obligations, contrairement à l'immobilier, ne confèrent pas de protection contre l'inflation. La prime immobilière, donc en termes réels, a plutôt eu tendance à baisser dernièrement parce qu'avec la baisse de l'inflation, cela a amélioré les rendements réels des obligations. L'écart, toutefois, reste toujours inférieur à sa moyenne de long terme. Si l'on se penche maintenant sur la distribution des rendements initiaux nets sur l'ensemble des transactions, on voit une tendance à une légère hausse de la médiane des rendements initiaux nets. Et ça, c'est visible aussi bien sur tous les immeubles, donc toute utilisation confondue, et sur les immeubles d'habitation qui sont à droite. Donc cela peut provenir du fait que la propension à payer des investisseurs n'a pas encore réellement augmenté, tandis que les revenus locatifs, eux, ont déjà progressé. Mais attention, il s'agit là de chiffres qui sont jusqu'à la fin du premier semestre 2024, donc sur la première partie de l'année. Et les premières estimations que nous avons pour le troisième trimestre tendent plutôt à montrer une consolidation de la médiane des rendements additionnels autour de 3,6% sur l'ensemble des immeubles, soit le niveau de 2023. Et ce, alors que la qualité des biens échangés était plutôt légèrement inférieure en 2024 qu'à celle de 2023. Donc, on a quand même un signal d'une potentielle ou d'un début de hausse de la propension à payer. Autre fait intéressant, on constate que la fourchette entre les rendements faibles et les rendements élevés a eu tendance à se rétrécir, ce qui signale que les incertitudes du marché ont eu tendance à s'estomper en 2024 par rapport à 2023. Si l'on en vient maintenant à l'évolution des indices de prix de transaction des immeubles, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, là aussi, on voit toujours une tendance à une certaine prudence de la part des investisseurs. On voit pas vraiment de hausse dans les prix de transaction, ni dans les propensions à payer, que ce soit pour de l'habitat ou pour du commercial. On voit plutôt une évolution latérale, voire parfois des légères baisses dans les prix. Néanmoins, là aussi, on s'attend quand même à une hausse plus marquée en 2025, en particulier pour les immeubles d'habitat, avec entre 2,5 et 3% de hausse prévue sur les prix de transaction l'année prochaine. Pour les immeubles commerciaux, on s'attend plutôt à une évolution stable parce que là, les incertitudes sont un peu plus marquées. Sortons maintenant un peu des frontières de la Suisse et voyons comment se présentent les marchés de l'investissement immobilier direct ailleurs en Europe. On a voulu se focaliser sur le segment des bureaux et établir un ranking des métropoles européennes basé sur différents indicateurs. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez deux indicateurs.
À gauche, vous avez la prime immobilière, c'est-à-dire l'écart entre les rendements prime et les rendements des obligations d'État. Et on voit aussi où cette prime immobilière se situe par rapport à sa moyenne des 10 dernières années. Donc, ce qui ressort de ce premier graphique, c'est que dans des villes comme Amsterdam, Vienne, Berlin ou Munich, qui sont en haut du tableau, on a des primes immobilières qui sont aujourd'hui élevées par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Et ça pourrait indiquer qu'il y a peut-être eu une légère surréaction des marchés dans cette ville et que, par conséquent, aujourd'hui, des opportunités d'investissement intéressantes pourraient se présenter. Le deuxième indicateur est un score de sentiment du marché développé par Vuspartner. Donc, sur la base de nombreuses publications de différents acteurs du marché, par exemple CBRE, JLL, et à l'aide de techniques d'analyse de sentiment et du machine learning, nous avons pu établir un score de sentiment dans chaque ville. On voit que Zurich et Genève, donc les deux villes suisses analysées, arrivent tout en haut du tableau, suivies de près par Dublin et Amsterdam. Donc ça révèle en fait une grande confiance dans le marché de ces villes. Finalement, nous avons cherché justement à classer ces 18 métropoles européennes que nous avons analysées sur la base de 13 facteurs. Donc, il y a les deux facteurs dont je vous ai déjà parlé, la prime immobilière et le sentiment de marché, mais il y en a encore d'autres, les loyers, la vacance, le contexte économique ou encore la performance des placements indirects. Et les trois villes qui se sont particulièrement distinguées dans ce classement sont Amsterdam, Munich et Manchester, donc les villes où il est actuellement potentiellement intéressant d'investir dans des immeubles de bureaux. Amsterdam, c'est surtout en raison d'un fort sentiment de marché, comme on l'a vu, d'une importante prime immobilière, des loyers en hausse, un contexte économique plutôt favorable caractérisé par un faible taux de chômage. À Munich, on a un sentiment de marché qui est un peu moins vigoureux, mais par contre, on a des fortes hausses de loyer, une prime immobilière plutôt supérieure à la moyenne et un faible taux de vacances. Du côté des deux villes suisses analysées, Zurich et Genève, on retrouve Zurich à la 4e place du classement et Genève à la 8e. Donc, d'une part, on a ces deux villes qui bénéficient d'un climat de marché très positif, hein, on l'a vu, et d'un contexte économique solide avec relativement peu de chômage et des créations d'emplois. Mais d'autre part, on a quand même ce sont quand même des villes où les prix immobiliers sont très élevés et donc, par conséquent, des rendements sont plutôt plus faibles, ce qui peut les rendre un peu moins attrayantes par rapport à d'autres métropoles européennes. Voilà, j'en ai fini avec cette partie sur l'investissement. J'aimerais maintenant passer la parole à Julien Tobler qui va nous ramener en Suisse et nous parler du marché résidentiel. Voilà, bonjour à tous, merci Corinne. J'ai donc la chance aujourd'hui de vous présenter les perspectives immobilières 2025 relatives au marché résidentiel. Donc chez Vus Partner, nous catégorisons le marché résidentiel en deux parties distinctes. La première, c'est le marché du logement locatif, les immeubles de rendement par exemple, et la deuxième, c'est le marché du logement en propriété qui comporte notamment les villas et PPE. Commençons tout d'abord par le marché du logement locatif. Le logement en Suisse restera une denrée rare dans les mois à venir. On le voit par exemple dans ce premier graphique, la disponibilité des logements locatifs a encore reculé cette année, comme le montre l'évolution des taux de vacants. En effet, le nombre de logements vacants a chuté depuis 2020, enfin entre 2020 et 2024 en Suisse, d'environ 34%. Le taux de logement vacant s'établit désormais à 1,08% en Suisse. Ça représente environ 52 000 logements. C'est une valeur qui est inférieure au taux optimal calculé par Wüst Partner qui est estimé, lui, à 1,27% en Suisse. Donc ce taux optimal, c'est le taux d'équilibre qui permet euh, d'assurer que la liquidité du marché est suffisante et qu'il n'y aura pas des loyers moyens qui vont commencer à augmenter ou à reculer fortement. Donc,
on le voit que cette baisse du taux de vacance n'est pas cantonnée uniquement aux grandes villes suisses. Comme on peut le voir sur le graphique de droite, c'est bien 21 des 26 cantons suisses qui se trouvent aujourd'hui en dessous du taux optimal. Donc, la pénurie est vraiment généralisée quasiment à l'ensemble du territoire. L'offre également continue à se restreindre. On le voit aussi dans la chute impressionnante du nombre d'annonces de logements locatifs. Si on regarde sur le graphique de gauche, l'offre par classe de loyer, l'offre recule dans presque toutes les classes. On constate qu'elle baisse de façon encore plus forte pour les logements locatifs à loyer modéré. Donc ça, c'est les couleurs rouge, saumon, rose sur le graphique. Donc l'offre de logement avec un loyer maximal de 200 francs par mètre carré par an a chuté de 60% par rapport à 2019. Parallèlement, l'offre de logements locatifs chers augmente. Donc ça, c'est la ligne grise sur le graphique de droite. Dans la classe de loyer de plus de 360 francs par mètre carré par an, le nombre d'annonces qui sont affichées, enfin, on constate une hausse d'environ 10% sur la dernière année. Donc actuellement, les deux classes les plus élevées représentent environ 30% des annonces immobilières de l'offre contre, ça représentait uniquement 15% au début de 2019. Donc la pénurie d'offres sur le marché suisse a une influence bien sûr sur la demande qui se reflète clairement dans le recul des déménagements. Donc selon l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, le taux de déménagement n'était plus que de 9,5% en 2022, soit environ 701 000 personnes. C'est environ 68 000 personnes de moins qu'en 2020, donc on constate une baisse d'environ 9% des déménagements entre 2020 et 2022. La baisse du nombre de déménagements suggère que la durée moyenne d'occupation d'un logement augmente. Excusez-moi. Cette durée s'élève actuellement à 8,5 ans en moyenne au niveau national. Mais par exemple, dans le canton de Genève, elle a atteint un niveau record en 2024 avec plus de 14 ans, soit une hausse de 7 mois depuis le 2019. Donc on reste en moyenne 7 mois de plus dans son appartement à Genève qu'en 2019. On constate également que les gens désormais déménagent un peu plus loin pour trouver des logements à prix plus abordables. Et ceci est par exemple possible grâce au télétravail. Donc là, c'est une carte de l'observation des flux de déménagement intercantonaux qui révèle quelques changements. Par exemple, les cantons de Zurich, Vaud et Zug, ainsi que les deux cantons de Bâle, sont vraiment les perdants. On voit que les flèches qui arrivent vers ces cantons sont violettes, ce qui signifie une réduction des déménagements vers ces cantons par rapport à la moyenne 2014-2019. En revanche, la part des flux de déménagement vers les cantons d'Argovie, par exemple, Soleure, Lucerne et le Valais, a gagné en importance. Donc, on déménage un petit peu plus vers ces cantons proportionnellement. Du côté de l'activité de construction, donc il y a encore 6 mois, nous pensions que le reste de l'année 2024 serait calme. Les investissements dans le bâtiment étaient en baisse depuis 2017, comme on peut le voir sur ce graphique, et un retournement de situation n'était pas encore en vue, du moins pour 2024. Mais à présent, l'horizon s'éclaircit. L'année 2024 devrait être stable et une forte croissance est attendue pour 2025. À court terme, il n'y a pas d'amélioration sensible de la liquidité du marché. La plupart des nouveaux logements locatifs qui seront achevés ces prochains mois dépendent de permis de construire qui avaient été octroyés en 2022, en 2023, des années qui sont caractérisées par un nombre particulièrement faible de logements locatifs autorisés à la construction. Mais l'activité dans le neuf pourrait rebondir à moyen terme. En effet, l'examen des demandes de permis de construire et des permis délivrés
permet de prévoir une nette intensification de l'activité de construction qui sera déjà visible vraisemblablement dès l'an prochain. Donc, au troisième trimestre 2024, les loyers moyens de l'offre affichaient une progression de 3,8% sur un an. La hausse atteint même 7,1% après correction de la qualité. Les loyers ont plus particulièrement augmenté en 2024 dans les régions de Suisse centrale, de Zurich, ainsi que dans les cantons du Valais et de Genève. Donc, avec l'activité de construction qui sera lente à redémarrer et des prévisions démographiques encore bien robustes pour 2024 et 2025, donc il faut s'attendre à ce que le marché locatif demeure tendu. On prévoit donc une nouvelle hausse des loyers de l'offre l'année prochaine, mais un petit peu moins rapide que cette année. La hausse des loyers pourrait être d'environ 1,9%. Il en va autrement, bien sûr, comme Corinne l'a dit auparavant pour les locataires qui sont déjà en place, leur loyer ne dépend pas des loyers du marché, mais plutôt de l'évolution du taux de référence hypothécaire. Celui-ci devrait être abaissé en décembre ou en mars, car les taux hypothécaires ont beaucoup diminué ces derniers mois. Donc, de nombreux locataires pourront demander des baisses de loyer en fonction de leur indexation. Donc, on prévoit en 2025 une évolution des loyers à deux vitesses. D'un côté, les loyers des locataires qui sont déjà installés et de l'autre, une hausse pour ceux qui chercheront un nouveau logement. Passons maintenant aux logements en propriété, donc les appartements et les villas. Donc avec la baisse de l'inflation et celle des taux directeurs, les taux d'intérêt hypothécaires ont eux aussi fortement diminué. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, les taux d'intérêt, les taux fixes à 10 ans ont commencé à baisser déjà depuis fin 2023. Les hypothèques Saran, elles, ont commencé à baisser en 2024. Depuis octobre 2022, lorsque les taux hypothécaires ont atteint leur point culminant du passé récent, le coût de financement annuel d'un appartement moyen a diminué d'environ 8 400 francs par année et c'est même 11 000 francs pour le coût de financement d'une maison individuelle moyenne. Ça représente donc une baisse des coûts de financement de plus de 42%. Donc cet effet pourrait encore se renforcer. On s'attend en effet à de nouvelles baisses des taux directeurs. Cette baisse des taux directeurs aura une influence surtout sur les hypothèques Saran qui gagneront encore en attractivité. Les taux hypothécaires fixes, eux, englobent déjà ces anticipations du marché. Donc, outre les taux d'intérêt plus bas, d'autres éléments soutiennent la demande de logements en propriété. Donc, comme on l'a vu précédemment, le marché locatif est très tendu avec des loyers en hausse. Cette situation fait déplacer la demande vers le logement en propriété et on constate donc une demande en hausse. On l'a vu avec Corinne, le contexte économique est favorable, les taux diminuent, la sécurité de l'emploi est bonne, le chômage devient faible, les salaires réels sont en hausse si on considère une baisse de l'inflation. Les bourses ont fait de bonnes performances, ce qui pourrait engendrer davantage de fonds propres pour certains ménages. Et ceci incite une hausse de la demande. Du côté de l'offre, elle continue, elle aussi, à augmenter. En effet, la vente d'un logement est rendue plus intéressante par la forte propension à payer des acheteurs. Les vendeurs potentiels, eux, veulent éviter de négocier des baisses de prix, d'où une légère augmentation de l'offre et des durées d'insertion plus longues. Ce qu'on constate également du côté de l'offre de logements en propriété, c'est une croissance dans le segment haut de gamme. Donc l'offre s'est étoffée, surtout dans le segment des prix élevés où les demandeurs se font un peu plus rares. Dans ce segment, les durées d'insertion augmentent encore alors que elles étaient déjà plus longues que la moyenne. On le voit dans ces graphiques, par exemple, qu'il y a environ 25 appartements de plus de 12 500 francs par mètre carré
qui sont actuellement offerts sur le marché par rapport à l'année dernière. C'est encore plus marquant pour les villas de plus de 1,8 million, avec une augmentation de l'offre de plus de 30% depuis l'année dernière. Donc, dans le contexte actuel de demande en hausse, les prix des logements en propriété s'accélèrent à nouveau. Au cours des 4 derniers trimestres, les prix de transaction ont augmenté de 4,8% pour les appartements en PPE et de 3,5% pour les maisons individuelles. Donc, ces hausses pour les appartements en PPE sont nettement supérieures à la moyenne des 10 dernières années, tandis que pour les maisons individuelles, elles se situent approximativement au même niveau que la moyenne décennale. En conclusion, nous prévoyons de nouvelles hausses de prix en 2025 d'environ 3,4% pour les appartements en PPE et de 3% pour les maisons individuelles. Donc, ces hausses sont principalement expliquées par une nouvelle baisse prévisible des taux directeurs, comme on vient de le dire, qui aura une incidence sur les taux hypothécaires Saran notamment. Là, une croissance économique qui est plus soutenue en 2025, une croissance démographique qui sera toujours solide, un marché locatif qui sera encore tendu et peu de nouveaux logements qui arrivent sur le marché, donc une offre encore limitée. Voilà, j'en ai terminé pour la partie résidentielle et je laisse volontiers la parole à Lorraine Pictet qui va vous parler du marché commercial. Merci Julien pour ces belles perspectives. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler des surfaces de bureau. Lorraine, on est encore enfin, en tout cas, moi, je vois Ah, pardon. l'écran de Julien. Encore. Voilà, cette fois, Et c'est là, bon. c'est bon? Ouais. Ok, désolée. Je vais vous parler en première partie des surfaces de bureau et ensuite des surfaces de vente, qu'on appelle aussi retail. Euh, Durant ces prochaines minutes, on verra comment, malgré les transformations majeures dans les modes de travail et les comportements d'achat, ces secteurs ont montré des signes de résilience parfois inattendus. Malgré les changements radicaux dans nos façons de travailler depuis le Covid, avec l'essor du télétravail et des pratiques comme le desk sharing, le marché des bureaux en Suisse continue de faire preuve d'une résilience impressionnante. Alors que de nombreuses villes européennes ont vu leur taux de vacances augmenter, en Suisse, la demande reste étonnamment stable. En 2024, l'offre des surfaces de bureaux était même inférieure de 11% à celle de 2019, montrant une robustesse qui distingue notre marché de la tendance européenne. Cette stabilité est un signal encourageant pour les investisseurs car elle nous permet d'aborder l'avenir avec un optimisme mesuré. Ce maintien du marché est soutenu par des facteurs solides qui vont au-delà des simples conditions économiques. Plusieurs aspects propres au contexte suisse contribuent à cette stabilité. Une demande qui reste soutenue, un ralentissement de la construction et une capacité d'adaptation aux nouvelles attentes des entreprises. C'est cette combinaison de facteurs qui fait que la force du marché suisse et qui pourrait encore le protéger face aux fluctuations à venir. L'enquête baromètre des surfaces de bureaux menée auprès d'entreprises suisses en 2024 indique une stabilisation des taux de télétravail. On observe sur le graphe de gauche que le télétravail maintient un équilibre autour de 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Contrairement aux prévisions de 2022, qui envisageaient une hausse continue, les taux de télétravail semblent désormais alignés avec les niveaux actuels. Ça signifie que les entreprises et leurs employés considèrent désormais le télétravail comme un complément au bureau et non comme une alternative définitive. Dans le graphe de droite,
on voit de nombreuses entreprises prennent des mesures qui renforcent leurs bureaux dans le but d'en faire des lieux de collaboration plus attrayants et plus confortables, notamment en modernisant l'infrastructure informatique et en multipliant les activités de team building, pour au final créer un environnement stimulant pour les équipes. Ça montre bien que le travail au bureau conserve un rôle crucial, surtout pour la cohésion des équipes et l'innovation. Un autre facteur de résilience pour les bureaux suisses est la forte croissance de l'emploi qui a soutenu la demande ces 2 dernières années. En particulier les secteurs de l'informatique, du conseil aux entreprises, des bureaux d'architectes et de l'ingénierie qui ont enregistré une croissance d'emploi supérieure à la moyenne. Cette expansion crée un besoin accru en surface de bureau, même dans un contexte où de nombreuses entreprises adoptent le télétravail. Cette dynamique pourrait malheureusement ralentir en 2025, à mesure que l'économie se normalise, réduisant ainsi les impulsions positives pour le marché des bureaux. Parallèlement, le ralentissement des nouvelles constructions a également contribué à éviter une suroffre, permettant ainsi de maintenir les loyers. C'est vrai que peu de nouveaux projets sont actuellement lancés, ce qui limite les risques de vacances. En 2025, cette limitation de l'offre devrait continuer à soutenir les loyers, contribuant à un équilibre stable pour les marchés des bureaux. En Suisse, les coûts salariaux sont particulièrement élevés, ce qui fait que les frais de location des bureaux pèsent proportionnellement moins dans les budgets des entreprises. Cette spécificité suisse contraste avec des villes comme Paris ou Londres, qu'on voit en haut du graphe à droite, où les loyers des bureaux représentent une part plus grande des coûts d'exploitation. Pour les entreprises suisses, ce poids réduit des loyers a permis une certaine flexibilité, rendant moins pressante la nécessité d'optimiser ou de réduire leur surface. Le graphique montre bien que les taux de vacances ont particulièrement augmenté dans les villes où les loyers sont proportionnellement plus élevés par rapport au salaire. Cette particularité économique suisse contribue donc à une vacance maîtrisée, car les entreprises ne sont pas contraintes de rationaliser à outrance leurs espaces de bureau. En Suisse, la situation est donc plus propice à une gestion durable des surfaces. Enfin, le marché suisse des bureaux se distingue par une certaine robustesse, mais cette stabilité n'est pas uniforme. On peut voir dans le graphique de gauche que dans les emplacements premium des grandes villes comme Zurich et Genève, les loyers continuent d'augmenter et les taux de vacances restent très faibles. Ces zones centrales sont très demandées et cette demande soutenue maintient les loyers à des niveaux élevés. À l'inverse, les bureaux situés en périphérie, comme Bâle et Berne, connaissent davantage de vacances et des loyers en légère baisse. Les prévisions pour 2025 suggèrent une stabilisation globale des loyers au niveau national. Cependant, des hausses de loyers sont anticipées dans les zones centrales les plus recherchées, tandis que les régions périphériques ou ceux nécessitant des rénovations pourraient continuer à voir une baisse légère des loyers. Cette dynamique différenciée reflète les attentes diverses des entreprises et la variété des besoins en termes de localisation et de qualité des bureaux. On passe maintenant aux surfaces de vente. Les surfaces de vente restent confrontées à des défis constants, en grande partie à cause de la concurrence accrue du commerce en ligne et des changements dans les habitudes de consommation. Les consommateurs tendent à privilégier la praticité des achats en ligne, ce qui crée une pression supplémentaire pour le secteur retail traditionnel. Cependant, certains facteurs sont venus soutenir l'activité dans ce contexte complexe. On en retient 4 principaux. Une amélioration du climat de consommation,
la baisse de l'inflation et croissance des salaires réels, la croissance des emplois et l'essor du tourisme. Pour ce dernier point, c'est vrai qu'on observe qu'avec l'augmentation de la fréquentation touristique, certaines zones de vente bénéficient de nouveaux flux de consommateurs. Ces aspects offrent des opportunités aux acteurs qui réussissent à s'adapter aux préférences évolutives des clients. Les acteurs du retail qui résistent le mieux sont ceux qui se démarquent par des stratégies de différenciation bien pensées. Dans ce tableau assez détaillé, on en ressort 3. Donc, 3 stratégies possibles. On va commencer par la qualité, qui vise à améliorer l'expérience d'achat en mettant l'accent sur des valeurs ajoutées et des services de qualité. Les initiatives comprennent des tests de produits, des aménagements haut de gamme en magasin, avec des concepts d'éclairage et de sonorisation, ainsi que des conseils personnalisés pour offrir une expérience sur mesure. Aussi, les événements en magasin et des engagements en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale complètent cette stratégie. On a le temps. C'est une approche qui cherche à rendre l'achat plus rapide et accessible en maximisant la proximité avec les consommateurs. Les magasins de proximité sont exploités pour réduire les trajets et des technologies comme le self-scanning et le self-checkout permettent de bien gagner du temps. En plus de ça, l'utilisation de l'IA pour planifier l'assortiment permet de garantir la disponibilité et l'accessibilité des produits. Pour finir, les coûts. Cette stratégie met l'accent sur la compétitivité des prix, avec une attention particulière à la durabilité dans la gestion des coûts. L'IA est aussi utilisée pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse prédictive pour une gestion efficace des stocks. Tout ça dans le but de proposer des prix plus bas, entre autres. Ces 3 pôles de différenciation, seuls ou combinés, constituent un avantage concurrentiel solide pour faire face aux défis du marché actuel. Ces 2 dernières années, l'activité de construction de nouvelles surfaces de vente a été faible. Ce ralentissement a permis d'éviter une suroffre qui aurait accentué la pression sur les loyers. C'est un soulagement pour les propriétaires qui peut toutefois être menacé par le regain d'intérêt pour la construction de nouvelles surfaces depuis janvier 2024. On voit une hausse là sur le graphique de gauche dans les 3 dernières lignes. Enfin, colonnes, pardon. Cette évolution vers des formats plus pratiques comme les magasins de proximité ou les discounters montre que le secteur retail s'ajuste aux nouvelles préférences des consommateurs. Cette orientation vers la flexibilité est un signe de résilience pour le marché des surfaces de vente. Pour terminer, bien que certains signaux soient positifs, les loyers des surfaces de vente demeurent sous pression. De mi-2023 à mi-2024, ils ont enregistré une baisse de 1,4%. Dans la continuité des reculs annuels observés depuis le Covid, dans les grandes villes, la situation est nuancée. Les meilleurs emplacements voient une légère hausse des loyers, tandis que les sites moins attractifs, ou ceux avec des déficits structurels, continuent de voir des reculs. Pour 2025, les prévisions indiquent une augmentation modérée de l'offre de surface de vente. Cette montée en offre, combinée à l'impact continu du commerce en ligne, devrait maintenir les loyers sous pression. Les acteurs du secteur devront donc redoubler d'ingéniosité pour relever des défis de cette ère numérique.
Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre participation. Merci à tous, merci Lorraine, merci Julien, merci Corinne. Encore une fois, toutes les informations, les graphiques et les statistiques sont tirées de notre Immo Monitoring qui est disponible sur notre site internet vuspartner.com. On a une toute nouvelle interface qui vous permet de poser des questions avec une IA. C'est très à la mode, mais ça marche très bien. Et qui vous donne vraiment des réponses précises sur la localité qui vous intéresse. Donc, vraiment, si vous cherchez des statistiques ou des informations sur votre marché cible, n'hésitez pas à aller sur notre Immo Monitoring. C'est une version digitale qui est disponible sur notre site internet vuspartner.com. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.